Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Mais enfin, c'est coquin, c'est à n'y rien comprendre. Comment diable une telle chose a-t-elle pu s'entreprendre? Suis-je censé le savoir? Moi je dis c'est ta faute. Pour une fois que l'on sort pour aller au resto, et que je te demande de ne point piper mot, tu n'as pas pu t'empêcher d'indisposer notre hôte. Mais en quoi est-ce ma faute si nous parlons en vers? Sérieusement, tu veux vraiment que sur cela je t'éclaire? J'ai juste dit que son plat était une infamie, que personne sur cette terre ne devrait venir ici, qu'on avait de la chance de n'avoir point vomi, et que ce qu'il appelle plat, c'est de la cochonnerie. Maintenant, si ce qu'on pense était si douloureux, il pouvait aussi bien se passer de notre avis. Tu ne t'a pas demandé, ça au moins admets-le. Sans compter que le bougre maîtrisait la magie. Maintenant, grâce à toi, nous passons pour des cons, car nous sommes les victimes d'un sort de confusion. Ah d'accord, c'est pour ça. Et du coup, on l'a dans le... Oui mon papy, c'est bien là que nous l'avons. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la tenue aujourd'hui adaptée au film, hein. Alors, regarde un petit peu si c'est pas la classe. Bon après, si je porte le maillot de Cédric Digoris, ça veut peut-être dire que je vais crever avant la fin de la vidéo, donc je ferais peut-être bien de pas faire trop le malin. Enfin bref, allez, c'est parti, on y va. Alors comme ça, on a encore envie de prouver qu'on est absolument incollable sur Harry Potter. Alors comme ça, la coupe de feu n'a tellement aucun secret pour vous que même Rita Skeeter ne connaît pas autant de potins que vous. Alors comme ça, vous avez relu le livre 50 fois avant de commencer cette vidéo juste pour être sûr que vous allez décrocher un 20 sur 20. Et c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, mais est-ce que vous êtes sûr que ça fait de vous des experts? Bah, vous savez quoi? Dans le doute, j'ai envie de vous dire, répondez oui, comme ça on passe direct à autre chose. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 20 anecdotes que vous n'avez jamais entendues sur Harry Potter. J'adore cette série, on apprend toujours des trucs de fou, c'est trop bien. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, maintenant qu'on a parlé des 3 premiers films dans les précédentes vidéos, et ben on va s'attaquer au 4e tome de la saga, on va parler un peu de la coupe de feu. Et je pense bien que je vais réussir à vous apprendre 2 ou 3 trucs. Je pense que j'ai vraiment réussi à dégoter 20 anecdotes que vous n'avez jamais entendues sur Harry Potter et la coupe de feu, parce que j'ai fait mes petites recherches et croyez-moi, il y a eu pas mal de dingueries avec cet épisode. Et alors comme d'habitude, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire quel est votre score dans les commentaires, quelle note vous avez eu sur 20, histoire que je sache si oui ou non j'ai remporté un petit peu le défi que je me suis lancé. Et en attendant, eh bien ce que je vous propose c'est d'y aller tout de suite, parce qu'on a quand même pas mal de boulot devant nous. Voici 20 révélations que vous n'avez jamais entendues sur Harry Potter et la coupe de feu. On y va, c'est parti, let's go! Numéro 1. Alors, pour commencer, est-ce que vous saviez que le réalisateur du film, Mike Newell, s'est fait casser les côtes pendant le tournage de la coupe de feu? Ah ouais, je vous jure, et le pire c'est que c'était presque pour une bonne raison. C'était même pour l'amour de l'art, j'ai envie de dire. Et bougez pas, je vous explique. Pour la scène où Fred et George essayent de mettre leur nom dans la coupe de feu pour participer au tournoi des 3 sorciers, vous savez quand ils utilisent une potion de vieillissement mais que ça marche pas et qu'ils finissent par se bagarrer, Mike Newell n'était pas du tout satisfait des premières prestations des 2 acteurs, et il a eu alors une idée, qui était pas forcément la meilleure, leur montrer en personne à quoi il voulait que ça ressemble en faisant lui-même la démonstration avec l'un des 2 jumeaux, Oliver Phelps. Sachant que c'était aussi pour lui une bonne occasion de briser un petit peu cette distance qu'il y avait entre les acteurs et le réalisateur, parce que la plupart des enfants acteurs l'appelaient monsieur, et lui il aimait pas trop ça. Sauf que le problème, c'est qu'en refaisant la scène, ils y sont allés un petit peu comme des bourrins, et malheureusement Oliver Phelps lui a donné un mauvais coup en lui roulant dessus, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec plusieurs côtes pétées. Mais vous imaginez la violence des répétitions quoi, c'est un truc de fou. Mais ça doit faire horriblement mal! Ah bah ça c'est clair, mais au final ça l'a pas empêché de quand même continuer le tournage, parce que il fallait bien continuer de toute façon, hein. Et malgré la douleur, même s'il a reconnu avoir douillé de ouf sa mère, il a quand même assumé le rôle du réalisateur, parce que comme on dit dans le milieu, show must go on, et là pour le coup je crois qu'on en a un bel exemple. Numéro 2. Pour tourner la scène de la 2e épreuve, celle qui se passe au fond du lac Noir, une fois qu'ils ont réussi à percer le mystère de l'œuf doré là, il a fallu un chantier titanesque. Parce que tourner des scènes sous l'eau, c'est jamais super évident, et c'est un bassin de près de 500 000 litres d'eau qu'il a fallu construire pour tourner toutes les scènes. Et pour éviter que les acteurs ne passent leur temps à remonter à la surface pour respirer, parce que ça aurait fait perdre beaucoup trop de temps à la production du film, ils étaient constamment accompagnés d'un plongeur sous-marin à côté d'eux avec un détendeur qui leur donnait de l'air quand ils avaient besoin de respirer. Du coup, ça fait qu'ils étaient vraiment absolument tout le temps dans l'eau quoi. Sauf que Daniel Radcliffe, lui, comme il joue le personnage principal, c'est quand même de lui que ça parle, hein, Harry Potter, forcément il a dû rester beaucoup plus longtemps que tous les autres, tout simplement parce qu'il était sur absolument tous les plans. 41 heures pour être exact, c'est le temps qu'il est resté à l'intérieur de ce bassin au total. Et c'est 41 heures à être sous la flotte, hein. C'est ouf de se dire ça quand on sait que la scène elle va durer que quelques minutes au final. Et alors forcément, tant de temps passé sous l'eau, ça lui a valu quand même d'avoir une otite à chaque oreille, ce qui a été quand même sacrément désagréable pour lui.
C'est moi ou il avait l'air super dangereux ce tournage? Non, parce qu'entre cette anecdote-là et la précédente, on pouvait pas faire une scène sans avoir un blessé, en fait. Ah bah en même temps c'est ça le cinéma papy, hein. Faut savoir donner de sa personne. Numéro 3. La Coupe de Feu est sans doute le tome de la saga qui marque le plus clairement l'entrée des personnages dans une période qui s'appelle l'adolescence. C'est là qu'ils vont tous connaître leurs premiers émois, qu'ils vont commencer à se dragouiller, principalement à l'approche du bal de Noël, pour lequel chacun va chercher une cavalière ou un cavalier, mais surtout pour lequel tout le monde essayera d'être au top de son swag. Oh, j'ai utilisé le mot swag en 2024, comment je vais ? Ça va. A commencer par Hermione qui, dans le livre, utilise une potion pour se lisser les cheveux comme par magie. Mais est-ce que vous saviez que cette potion qu'utilise Hermione est une invention du grand-père de Harry Potter? C'est lui qui a inventé les potions pour les cheveux, ouais. C'est même pour ça que Harry est aussi riche, c'est parce que son grand-père a fait fortune grâce à ces potions. Fleamont Potter de son petit nom, le papa de James. Ce qui veut dire, et c'est là que ça devient rigolo, mais Hermione, en achetant cette potion, eh ben elle a donné de l'argent à Harry quelque part, puisque c'est lui qui continue de toucher sa part d'héritage de ses potions magiques. Et mine de rien, c'est toujours ça de prix, y a pas de petit profit. Ah bah ça, c'est certainement pas moi qui vais te dire le contraire. Numéro 4. Le dragon que Harry affronte lors de la première épreuve, le fameux Magyar à pointe, fait sûrement partie des dragons les plus cultes de l'histoire du cinéma à présent. Moi j'aime vraiment beaucoup son style, hein. J'adore sa tête avec une espèce de bec au bout, on dirait carrément un faucon ou un aigle. Il est vraiment super culte et super reconnaissable je trouve. Vous le voyez, vous savez que c'est le Magyar à pointe. Mais par contre, est-ce que vous saviez que pour obtenir un tel résultat, ils ont utilisé un animatronique? Un animatronique que vous pouvez même voir dans les studios Warner de Londres. Bah oui, et alors, c'est super courant de faire ça, je vois pas en quoi c'est une révolution. Et bah justement, c'est là que ça devient intéressant parce que l'animatronique du Magyar à pointe, vous le savez peut-être pas, mais c'est pas le premier animatronique de la saga. Et ce que vous ignorez peut-être par contre, c'est que pour fabriquer le Magyar à pointe, ils ont utilisé des pièces d'un autre animatronique dont ils avaient plus vraiment besoin, celui du basilic, qui lui aussi était un robot. Ce qui veut dire que le dragon qu'on voit là, bah en fait, quelque part, c'est aussi un peu le basilic, puisqu'il y a littéralement des morceaux du basilic qui ont été utilisés pour le faire. Et je sais pas pour vous, franchement, mais moi je trouve ça super cool. On pourrait appeler ça un drasilic du coup. Ou un basigon, on sait pas trop, hein. Lequel est le mieux je ne sais pas, dites-le nous dans les commentaires. Et pendant ce temps-là, moi je passe au suivant. Numéro 5. Et puisqu'on parle des dragons, est-ce que vous saviez qu'en réalité, les dragons sont pas des dragons? Ah, ça y est, il recommence. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Eh ben non. Et cette fois, c'est pas comme avec Edwige ou avec Patenron où ils avaient utilisé plusieurs chats pour faire en fait le même chat, ou plusieurs chouettes pour faire en fait la même chouette. C'est pas un truc du genre en fait le dragon, c'est pas un dragon, c'est plusieurs dragons qui jouent le même rôle. Non, 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 rien de tout ça cette fois. Cette fois, c'est vraiment pas des dragons. Déjà, petit 1, parce que les dragons, bah ça existe pas. Enfin, je crois. Mais surtout parce que si on veut être rigoureux, les créatures qu'on appelle les dragons ont une anatomie assez précise, et en l'occurrence, pour être qualifié de dragon, l'animal doit avoir 4 pattes et 2 ailes en plus des pattes sur son dos. Or, si vous regardez bien, il n'y a que le ver gallois qui possède ces attributs, ce qui veut dire que le ver gallois est en fait le seul vrai dragon de toute cette histoire, mais par contre, tous les autres n'ont que 2 pattes et 2 ailes, ce qui fait que par conséquent, ce ne sont pas des dragons, mais des wyvernes. Des wyvernes ou des vouivres, hein, ça dépend, on peut dire les deux. Et si jamais le sujet vous intéresse, sachez que quand il n'y a ni pattes ni ailes, et bien dans ce cas c'est un wyrm, et s'il y a uniquement 4 pattes mais pas d'ailes, dans ce cas ça s'appelle un drake. Ah non mais c'est super précis le dico de la fantaisie, hein, faut faire attention à ce qu'on dit. Numéro 6. Bon allez, dernière anecdote sur les dragons, parce que j'adore les dragons, mais à un moment donné, va falloir passer à autre chose. Oui, parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. Bah oui, mais j'adore les dragons, j'y suis pour rien, ils ont trop la classe. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous prenez le temps de lire les crédits à la fin du film, si vous êtes très attentif, vous pourrez observer que les équipes du film ont glissé une petite blague à l'intérieur, et hop là, juste ici. Regardez, il y a une petite phrase pour nous indiquer qu'aucun dragon n'a été maltraité pendant le tournage de ce film. Un truc que je pense beaucoup d'entre vous n'avez jamais remarqué, mais moi personnellement j'adore ce genre de détails, c'est super rigolo. Parce que ça pourrait passer totalement inaperçu, mais quand on s'en rend compte et quand on le voit, bah ça fait quand même un peu plaisir. Et bon, maintenant c'est bon, parole de scout, je promets que j'arrête avec les dragons. Numéro 7. Normalement, dans le livre La Coupe de Feu, une place particulière est réservée aux elfes de maison. On y voyait notamment Dobby qui revenait régulièrement, mais on y faisait aussi la connaissance de Winky, l'elfe de maison de la famille Croupton. Et quand le film est sorti, nombreux ont été les fans de Harry Potter à remarquer qu'on voyait pas du tout les elfes de maison, alors qu'ils étaient quand même vachement présents dans le livre, en particulier avec la salle, l'organisation qu'a fait Hermione pour les protéger. Sauf que les fans, ils sont tout aussi nombreux à ne pas avoir remarqué qu'en fait, si, on les voit. Tout au début du film, pendant la Coupe du
du monde de Quidditch même. Et alors je vous préviens tout de suite, je vais vous passer l'extrait, mais alors clignez vraiment pas des yeux parce que vous allez voir que sinon vous allez le louper. C'est juste ici, regardez bien, et hop là, top, voilà, c'est fini, on vient de les voir passer là. De quoi? Mais comment c'est possible? J'étais hyper concentré, j'ai rien vu du tout. Ah bah je t'avais dit de pas cligner des yeux, c'est pas de ma faute si tu l'as fait quand même. Enfin bon, allez, j'ai compris, je vous la repasse au ralenti, bougez pas, regardez bien. Ils sont juste là, voilà, là c'est eux au premier plan sur le dos des lamas. On reconnaît très bien Dobby juste là, accompagné d'un autre elfe de maison qui, logiquement, devrait être Winky. Non mais sérieusement, comment tu voulais qu'on voit ça? Ça dure même pas une seconde. Eh bah oui, je sais, mais n'empêche qu'ils sont bien là. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous ne l'avaient jamais remarqué. Numéro 8. L'acteur qui joue Krum ne prononce pas plus de 20 mots pendant toute la durée du film. Et en même temps, c'est plutôt normal, c'est parce que Krum est censé être quelqu'un de pas franchement très bavard. Hermione le dira d'ailleurs elle-même, il n'a pas beaucoup de conversation. Et même quand il en a, il ne parle presque à personne. Mais c'est complètement pourri comme révélation. T'as vraiment rien de mieux à nous offrir que le nombre de mots prononcés par Krum? Eh oh, mais attends, c'est pas ça l'anecdote, tu te doutes bien, j'ai quand même autre chose à vous dire. L'anecdote que je voulais vous raconter, ce qui rend toute cette histoire un petit peu rigolote, c'est la manière dont l'acteur Stanislav Janevski a été casté. Parce que c'est marrant de voir à quel point c'était super contradictoire avec tout ce que je viens de vous dire. En gros, c'est limite du hasard total et il raconte lui-même qu'il était juste en train de s'engueuler avec quelqu'un dans le hall d'une école et que pile à ce moment-là, la personne responsable du casting pour Krum est passée devant eux. Il a vu Stanislav s'engueuler avec un autre gars, il a adoré, il lui a dit « Hey, dis donc, ça te dirait de jouer Victor Krum ?» Donc lui, il était super surpris, il s'est retourné et puis comme il était super vénère, il lui a collé une grosse patate de forain dans les dents. Pardon, c'est vrai ça? Non, je déconne, ça c'est pas vrai, c'est moi qui l'invente. Mais par contre, tout le reste, c'est vrai. C'est bien comme ça qu'il s'est retrouvé à jouer le personnage de Victor Krum. Rôle qui le rendra d'ailleurs mondialement célèbre, juste parce qu'il s'est fait repérer en train de s'engueuler avec quelqu'un. Comme quoi, toute cette histoire de bons moments et de bon endroit, bah des fois ça fait des petits miracles. Et tout ça pour jouer un personnage qui dira pas plus de 20 mots dans toute l'histoire. Oui, non, c'est logique, hein, oui, parfaitement. Numéro 9. Mais Krum n'est pas le seul personnage à avoir eu un énorme coup de bol, puisque Cathy Leung, l'actrice qui joue Cho Chang, a elle aussi eu droit à son petit miracle. Parce qu'alors qu'à la base elle avait prévu de se rendre sur les lieux du casting pour reprendre le rôle de Cho, rôle qui avait attiré pas loin de 3000 jeunes filles quand même, c'est pas rien, elle a finalement décidé de ne pas y aller parce qu'elle avait la flemme et qu'elle préférait aller faire une après-midi shopping avec son père. Et c'est son père, alors qu'il l'accompagnait faire ses courses, qui lui a fait remarquer que bah de toute façon c'est sur le chemin, on va y aller, hein, qu'est-ce que ça coûte? Donc il l'a vite fait déposer sur les lieux du casting, elle y allait sans trop de conviction, presque en coup de vent en fait, hein, juste avant de repartir faire son shopping et de complètement oublier ça. Et comme vous pouvez le constater, bah c'est sûrement de très loin la meilleure décision qu'elle ait jamais prise de toute sa vie. Et moi je trouve ça fou ce genre d'histoire, c'est dingue, mais pourquoi ça m'arrive jamais à moi? Bah au hasard, peut-être parce que tu sors jamais de chez toi. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça doit pas aider, ouais. Numéro 10. Est-ce que vous saviez que Durmstrang, en fait, c'est pas en Bulgarie? Non, parce que je sais qu'on a tendance à le penser, étant donné que Krum est l'attrapeur de l'équipe de Bulgarie au Quidditch, mais Durmstrang n'est pas en Bulgarie, puisqu'elle est située en pays scandinave, à l'extrême nord de l'Europe. Oui, bon d'accord, mais c'est quand même pas très précis tout ça, c'est où exactement? Ah, ça par contre je sais pas, mais je ne pourrais jamais le savoir, puisqu'il se trouve que personne ne le sait, papy. Étant donné que Durmstrang, c'est sans doute l'école de magie la plus mystérieuse du monde. Et son emplacement est un secret tellement bien gardé que chaque visiteur qui entre à Durmstrang doit systématiquement se faire effacer la mémoire quand il s'en va, précisément pour oublier où ça se trouve. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les autres écoles de magie du monde, eh bien je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle nous avions longuement parlé du sujet. Et quoi qu'il en soit, maintenant vous le savez, Durmstrang n'est pas en Bulgarie. Numéro 11. La mort de Cédric Diggory est certainement l'un des événements les plus importants de toute la saga. C'est un point de bascule à partir duquel on entre dans la période sombre de l'histoire de Harry Potter, étant donné qu'il marque le retour du Seigneur des Ténèbres, celui dont il ne faut pas prononcer le nom Messire Lord Voldemort. Mais est-ce que vous saviez que cette scène est inspirée de la mythologie grecque, puisque la mort de Cédric fait référence au mythe de Patrocle, le cousin d'Achille. Et ça, pour le coup, quand on l'a remarqué, on voit plus que ça. Parce qu'après sa mort des mains de Hector devant les murs de Troie, la légende raconte que Patrocle serait apparu devant Achille sous forme de fantôme pour lui demander de ramener son corps, afin qu'il puisse lui offrir une sépulture décente pour qu'il puisse ensuite aller... Bah, moi j'en sais rien en fait parce que j'y connais rien moi. Mais par contre ce que je sais c'est que c'est précisément la même chose qui se passe avec Cédric Diggory. Cédric apparaît devant Harry sous forme de fantôme pendant le Priori Incantatum et il lui demande de ramener son corps à son père. Et quelque part c'est pas si étonnant que ça puisque dans Harry Potter c'est clairement pas les références à la mythologie grecque qui manquent. Rien que dans celui-là déjà on a un labyrinthe, un sphinx et j'en passe. Mais par contre celui-ci peut-être que vous le connaissiez pas. Numéro 12.
Celui-là, je l'adore. Vous allez voir que c'est vraiment ultra cool. Est-ce que vous saviez que les tenues des élèves de Beauxbatons ont été inventées en 1976? Mais comment c'est possible? Harry Potter n'existait même pas. Eh bah oui, je sais, c'est pour ça que c'est ma préférée. Et j'ai même une vidéo pour vous le prouver, regardez plutôt. Nous sommes bien en 1976, sauf que ce que vous voyez là, ce ne sont pas des sorcières de Beauxbatons, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Montréal. Et on va pas se le cacher, il y a quand même une similitude assez claire entre ces uniformes et les tenues que vous connaissez dans Harry Potter. Ce qui est totalement normal, c'est tout simplement parce que les costumes des élèves de Beauxbatons sont inspirés de ces costumes-là. Ce qui, soit dit en passant, a carrément du sens parce que dans la Coupe de Feu, on assiste plus ou moins à des olympiades de sorciers. Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve, en 1976, c'était peut-être bel et bien des sorcières de Beauxbatons qu'on a vues. Si ça se trouve, ça existe, tout ça, et on n'est pas au courant? Ah non, faut pas rêver, ce serait trop cool. Numéro 13. C'est dans la Coupe de Feu que nous faisons la découverte des 3 sortilèges impardonnables. Mais est-ce que vous saviez que l'un d'entre eux, le Avada Kedavra, est inspiré d'une autre formule magique que vous connaissez très bien, et depuis bien avant Harry Potter d'ailleurs, Abracadabra. Oui, merci Sherlock, je pense que tout le monde le savait ça. Ah bah oui peut-être, mais est-ce que tu sais pourquoi J.K. Rowling a choisi cette formule et pas autre chose pour son sortilège de mort? Ah non, ça par contre je sais pas, non. Eh bien en fait, Abracadabra c'est avant tout un mot arménien qui signifie qu'il soit détruit. Et quand on connaît l'effet du Avada Kedavra dans Harry Potter, on comprend tout de suite beaucoup plus le sens qu'il y a derrière. Et en y ajoutant le mot cadavre pour que ça fasse Avada Kedavra, on obtient le sortilège de mort de Harry Potter. Avada Kedavra, mais quelle phrase magnifique! Quel chant fantastique, même si ce mot signifie que tu vivras pas ta vie du tout. Numéro 14. Au tout début de son développement, les livres devenant de plus en plus gros, est-ce que vous saviez que dès la Coupe de Feu, il était question de faire 2 films au lieu d'un? C'était même une idée de Chris Columbus, le réalisateur des 2 premiers films, qu'il avait donné à Mike Newell, le réalisateur, et David Heyman, le producteur, quand ils sont venus lui demander son avis. Sauf que c'était sans compter sur l'intervention d'Alfonso Cuarón, qui leur a dit que c'était vraiment pas du tout une bonne idée, et à l'issue de ces discussions, qui a réuni mine de rien absolument tous les réalisateurs des Harry Potter à l'époque, il a été décidé que la Coupe de Feu ne serait qu'un seul film. Et au final, seul le dernier livre sera adapté en 2 films au lieu d'un, et si vous voulez mon avis, c'est sûrement beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que c'était carrément la mode à un moment de faire ça. On a eu le coup avec Twilight, on a eu le coup avec Hunger Games, qui a eu une fin en 2 parties, et sûrement tout un tas d'autres sagas auxquelles je pense pas. Ah, c'était la bonne époque, hein, quand même. Numéro 15. Même si La Coupe de Feu est certainement l'un des films les plus drôles de la saga tant il est teinté d'humour, est-ce que vous saviez qu'il y a un pays dans le monde qui a un peu plus rigolé que les autres? Et est-ce que vous saviez que ce pays, eh bien c'est l'Islande? Et le pire c'est que c'était même pas volontaire de la part des équipes. C'est juste que le personnage de Rita Skeeter, la journaliste de la Gazette du Sorcier, en islandais, il le prononçait Rita Skita. Et il s'avère qu'en islandais, Skita c'est un mot qui désigne la matière fécale. Donc en gros si je résume, elle s'appelait Rita Caca quoi. Eh ben, ça devait pas être facile tous les jours à l'école, ça c'est moi qui te le dis. Ah bah ça je te le fais pas dire, et du coup forcément dans les cinémas islandais, bah ça se tapait des grosses barres à chaque fois qu'elle disait son nom. Mais moi je trouve ça fou, c'est dingue qu'ils aient laissé passer un truc pareil, je comprends pas comment personne l'a vu ça. Ah mais je vous jure, des fois le cinéma pour ce genre de truc, je trouve ça absolument fascinant. Numéro 16. Est-ce que vous saviez que l'araignée que torture Maugrey pendant son cours de défense contre les forces du mal, ça existe pour de vrai? De quoi? Eh oui papy, mais rassure-toi, contrairement à ce que Maugrey nous dit dans son cours de défense, comme quoi sa piqûre est mortelle et qu'il faut surtout pas la toucher, dans la vraie vie c'est un animal totalement inoffensif. Et quant à son petit nom, alors je vais essayer de bien le prononcer, c'est un Damon diadema, aussi connu sous le nom de scorpion fouet sans queue. Eh bah tu sais quoi? Quoi? Ça me rassure pas du tout. Ouais non t'as raison, c'est quand même dégueulasse, même pas en rêve je touche ce truc, même pas avec un bâton. Moi c'est bien simple, si j'en vois un seul chez moi, je crame tout et je déménage. Numéro 17. L'une des plus grosses difficultés rencontrées par les équipes du film a été l'élaboration du costume de Harry quand il prend de la branchiflore, et plus particulièrement quand il a été question de lui donner des mains palmées. Et alors là, il y a eu des tonnes et des tonnes d'essais pour obtenir le résultat qu'on voulait. Un coup ils ont tenté de lui mettre des membranes directement collées à ses doigts pour que ça fasse comme des palmes, mais le problème c'est que dès qu'il commençait à nager, eh bien ces membranes se décrochaient et finissaient par ne plus tenir du tout. Donc ça allait pas. Ils ont aussi essayé de lui mettre des gants pour avoir les membranes directement cousues sur les gants, mais le problème c'est qu'avec des gants, on avait un peu l'impression qu'il avait des grosses mains, ce qui donnait un peu l'impression qu'on avait affaire à Mickey Mouse au lieu d'Harry Potter. Donc ça non plus, ça n'allait pas. Et pendant un moment, ils ont été un peu dans l'impasse, ils savaient pas du tout comment régler ce problème, jusqu'au jour où, miracle, l'idée est venue d'une artiste du département des finitions qui, alors qu'elle était en train de nettoyer des bas en nylon, s'est rendu compte que quand on mettait la main à l'intérieur et qu'on tirait à fond jusqu'à ce que tout le bras soit dedans, et ça donnait l'effet qu'on voulait, ça donnait exactement l'impression qu'on avait des mains
mains palmées. Et après quelques ajouts, histoire de rendre ça un petit peu plus organique, histoire qu'on ait l'impression que c'est des nageoires et qu'on voit plus les bas en nylon, c'est cette solution qui a été choisie. Donc maintenant, vous le savez, les mains palmées de Harry, en fait, c'est des mains avec des bas en nylon. Et c'est tellement simple et brillant que Nick Dudman, le superviseur des effets spéciaux sur les créatures, dira même que c'est l'une des meilleures astuces de mise en scène qu'il ait jamais vues dans toute l'histoire du cinéma. Ah, franchement, c'est un sacré compliment, elle peut se la péter la personne qui a découvert ça. Et c'est pour ça que c'est si génial, parce que c'est si lamentablement simplet. Numéro 18. Est-ce que vous saviez que l'actrice Emma Watson a failli quitter l'aventure après la Coupe de Feu? Elle a vraiment failli abandonner les tournages de Harry Potter parce qu'en fait elle se sentait pas bien avec deux choses. Déjà le premier problème qu'elle avait c'est que souvent sur les plateaux de tournage elle se sentait un peu seule étant donné que c'était la seule jeune fille de son âge. La plupart des autres acteurs de son âge c'était surtout des garçons. Et ensuite, et c'est sûrement ça le vrai gros sujet qui lui posait problème, elle avait énormément de mal avec la notoriété et n'aimait pas du tout être une célébrité. Mais devant l'insistance des équipes pour qu'elle reste et qu'elle continue de jouer le personnage d'Hermione, parce que pour eux c'était clairement pas possible, ils pouvaient pas mettre quelqu'un d'autre que Emma Watson dans le rôle d'Hermione, pour elle c'était elle le visage d'Hermione, elle a finalement décidé de rester et de continuer à jouer Hermione jusqu'à la fin de la saga. Et j'aime autant vous dire que moi personnellement je suis ravi qu'elle soit restée, parce que pour moi Hermione c'est Emma Watson, c'est personne d'autre. On verra bien ce qu'ils arrivent à faire avec la série qui va arriver bientôt là, mais une chose est sûre, j'avoue que j'aimerais pas du tout être l'actrice qui va prendre le rôle d'Hermione après Emma Watson. Numéro 19. Est-ce que vous saviez que Cédric Diggory est le seul personnage à tenir sa baguette à deux mains? Et est-ce que vous saviez qu'il y a également une vraie raison à cela? En fait, le truc, c'est que Robert Pattinson trouvait ça un peu ridicule de tenir sa baguette à une seule main et de prononcer sa réplique devant Voldemort. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Il trouvait pas ça très menaçant, il avait un peu l'impression d'être un gamin qui tient un bout de bois, ce qui est pas complètement faux quelque part, et c'est pour ça qu'il a décidé de la tenir plutôt comme ça, finalement, un petit peu comme un flingue. Parce que ça lui donnait un air un petit peu plus menaçant, un petit peu plus sérieux, ça lui donnait un air un petit peu plus adulte. Même si au final, même si tu le tiens comme ça, bon bah ça reste un bâton. Mais j'aime bien l'idée, c'est vrai que ça lui donne un petit peu de classe. Et enfin, numéro 20. Pendant très longtemps, est-ce que vous saviez que le nom du film Harry Potter et la Coupe de Feu n'était pas Harry Potter et la Coupe de Feu, mais Happy Days? Hein? Mais pourquoi? C'est quoi le rapport avec Harry Potter? Et il n'y a pas de rapport justement, et c'est ça qui était intéressant, parce que c'était pour éviter les fuites du film, c'était pour éviter que le film ne se fasse pirater avant qu'il ne sorte au cinéma, étant donné qu'à l'époque on était un peu en plein boom du piratage, absolument tout le monde avait un disque dur externe rempli à ras-bord de plein de films piratés, et pour éviter que ça arrive à Harry Potter et la Coupe de Feu, il s'est d'abord appelé Happy Days, et pas Harry Potter et la Coupe de Feu. Et pour vous dire, ils sont allés super loin dans cette histoire, parce que même les bobines qu'ils envoyaient au cinéma, dessus il était pas écrit Harry Potter, il était écrit Happy Days, pour pas que la bobine se fasse intercepter en cours de route et puis ensuite pirater derrière. Ah ouais, quand même, ils rigolaient vraiment pas en fait. Et non, mais en même temps, il s'agissait vraiment de prendre aucun risque, parce qu'ils pouvaient pas se permettre avec un tel budget. Et comme le film était extrêmement attendu, il était aussi très susceptible de se faire pirater. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, quelle est votre note? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de voir si j'ai réussi à remporter le défi. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos que je sortirai. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur Harry Potter, je vous en mets une là et une là que vous pouvez aller voir tout de suite si jamais ça vous dit. Enfin voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vais vous dire à très bientôt, merci beaucoup de l'avoir regardé, et comme d'habitude, vous le savez, je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, c'était XUNXS. Ciao.